Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va discuter des certaines modalités dans l'administration des régimes d'assurance collectif en lien avec le COVID-19. Donc, c'est une édition spéciale. Petit caveat, toute l'information que je vais vous présenter aujourd'hui est en date du 31 mars 2020. Il y a peut-être des choses qui peuvent changer. La situation est très volatile ces temps-ci. Donc, prenez un peu tout ce que je vous dis avec un grain de sel. Alors, aussi, on va regarder l'administration des régimes collectifs, particulièrement trois sujets particuliers. Quelques avertissements, comme je l'ai expliqué, il peut y avoir beaucoup de changements au niveau de comment les assureurs vont gérer les choses et des changements avec la situation COVID. Donc, simplement un petit avertissement pour vous dire que bien qu'on a fait tout le possible pour avoir l'information la plus juste possible, il y a peut-être des choses que je vais vous dire qui risquent de ne plus être à jour si jamais il y a des changements qui se font. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'informations de nature générale. On va parler des régimes d'assurance collective privés. On ne parlera pas de régime administratif seulement ou les régimes d'avantages sociaux non assurés. Donc, on va parler d'un régime avec un assureur. On va parler principalement pour les employeurs qui sont au Québec de compétences provinciales et des employés qui sont non syndiqués. Si vous avez un syndicat qui est en place, bien entendu, il y a des dispositions dans la convention collective et ça, malheureusement, on ne peut pas tout savoir et tout prévoir. Donc, il faudra juste mettre une note si vos employés sont syndiqués de vérifier avec votre convention collective, parce que ça se peut qu'il y ait des dispositions qui soient contraires à ce que j'ai marqué ici. Donc, prenez ça en considération. Alors, au niveau de ce qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de trois cas de figure qui sont en lien avec ce qui se passe présentement avec le COVID. La première, c'est la quarantaine ou l'isolement. La deuxième, ça va être les mises à pied temporaires. Et la troisième, ça va être les réductions d'heures qui peuvent survenir avec la situation. Dans le cas de quarantaine ou isolement, ça va être généralement des gens qui sont atteints du COVID ou avec des symptômes et qu'on met en isolement ou en quarantaine, ou bien des gens qui doivent s'isoler pendant 14 jours en retour de voyage. Sinon, pour les mises à pied temporaires, en lien avec le COVID, bien entendu, la baisse de revenus ou les activités en raison du ralentissement économique qui est causé par la pandémie. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'est bien entendu les décrets ou les arrêtés ministériels. Le plus récent étant le décret 223-2020 qui a suspendu les services non essentiels. Tous les commerces non essentiels doivent fermer. Le décret est pour une période indéterminée. Officieusement, c'est jusqu'au 13 avril, mais le décret lui-même est indéterminé. Donc, vous êtes une entreprise qui est non essentielle, ben, vous êtes obligé de fermer. Et bien entendu, vous n'avez pas le choix de faire des mises à pied temporaires. Finalement, les réductions d'heures, c'est pour ceux qui sont encore ouverts et qui doivent réduire les heures des employés en raison là, du baisse de l'achalandage ou des revenus. Alors, on va discuter ces trois cas de figure. Commençons par la quarantaine ou l'isolement. Alors, quarantaine ou isolement, il y a différentes manières avec laquelle l'employé pourrait recevoir une prestation. Certains employeurs choisissent de payer pendant la période de quarantaine ou d'isolement, donc continuez de payer le salaire. N'oubliez pas que selon les normes du travail, vous avez un minimum de 2 jours à payer en maladie. Donc, ça pourrait être une des choses. Ensuite, il y a l'assurance invalidité de courte durée que vos régimes pourraient avoir, pourraient payer une portion des garanties si la personne doit s'absenter. L'assurance emploi peut prendre le relais également des prestations pour la quarantaine si vous n'avez pas d'assurance court terme ou si votre court terme ne couvre pas l'employé qui est en isolement. Et finalement, il y a le programme d'aide temporaire aux travailleurs, le PAT du provincial, qui permet de payer justement les 14 jours si la personne n'était pas couverte par l'assurance emploi. Donc, tout ça, des mesures qui existent pour permettre à la personne de s'isoler et de ne pas avoir une pression économique, de ne pas faire son isolement, pour éviter justement qu'une personne atteinte se déplace pour essayer de gagner un revenu parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et donc pour éviter là, de la contamination. Au niveau de la quarantaine, l'isolement avec le court terme, eh bien, il y a trois cas de figure qu'il faut considérer si vous avez un régime d'assurance courte durée. C'est essentiellement un peu la même chose pour tous les assureurs, mais comme je vous dis, vérifiez avec l'assureur en place, parce que les choses pourraient varier d'un assureur à l'autre. Donc, on a trois cas de figure. Soit vous avez un résultat positif au test du COVID, soit vous avez l'absence d'un résultat positif au test de COVID. Donc, il y a deux cas de figure ici. Soit que vous n'avez pas de test au COVID, donc vous n'avez pas de test positif. Vous avez eu un test négatif au COVID. Alors là, on a l'absence d'un résultat positif. Et finalement, il y a l'isolement dans le cas où il n'y a pas de symptômes ou de tests. Et donc, c'est les trois cas de figure qu'on a en court terme. On va voir comment les assureurs traitent ça généralement.
Premier cas de figure, résultat positif au COVID-19, eh bien, vous avez un résultat positif au test. Vous devez vous isoler, vous êtes en quarantaine, vous êtes capable d'accomplir votre emploi. Donc, la chose importante à se rappeler ici, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de faire du télétravail. Alors, dans ce cas-là, vous allez avoir des versements des prestations pour au moins 14 jours. Et si la garantie d'invalidité courte durée prévoit un délai de carence de 7 jours ou moins, il va être supprimé pour être en ligne avec les dispositions temporaires de l'assurance emploi. C'est le premier cas de figure si vous êtes employé qui a un résultat avec un test positif au coronavirus. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de test au coronavirus ou si on a eu un test négatif au coronavirus? Alors, dans ce cas-là, le traitement au niveau de l'assurance court terme va avoir lieu selon les définitions d'invalidité totale au contrat. Donc, l'assureur va regarder si la personne est capable d'accomplir son emploi et le délai de carence va s'appliquer dans ce cas-là. Alors ça, il y avait eu des mesures administratives qui avaient été mises en place qui permettaient de payer dans un cas où il n'y avait aucun test positif de COVID-19. Au fur et à mesure que la situation évolue, les assureurs exigent maintenant qu'il y ait un test positif au COVID-19 pour payer, mais il y a encore la possibilité, si la personne est vraiment incapable d'accomplir ses tâches, selon la définition d'invalidité totale au contrat, il peut y avoir des prestations qui pourraient être payées par l'invalidité de courte durée. Jamais il y avait un refus, mais la personne pourrait ensuite se retourner vers l'assurance emploi ou pour le programme d'aide aux travailleurs. Sinon, l'isolement, comme on dit, de l'isolement de nature volontaire, donc l'employé lui-même se met en isolement, peut être exigé par l'employeur. La CNESST vous donne également le droit d'exiger que votre employé se mette en isolement s'il revient d'un voyage pour protéger les autres travailleurs ou si c'est une directive de la santé publique. Donc, ça, c'est un isolement. Par contre, il n'y a aucun symptôme ou test positif au COVID-19, c'est-à-dire que vous n'avez pas de test qui a été subi ou soit qu'il y a un test qui a été subi et que le test est négatif. Dans ce cas-là, bien, les assureurs ne paieront aucune prestation en assurance court terme. Ceci dit, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des solutions de rechange à l'assurance emploi et au programme d'aide aux travailleurs. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire avec l'isolement. Mesures spéciales pour le COVID-19, généralement pour une assurance, une réclamation d'assurance court terme, on va demander une déclaration du médecin traitant. Donc, votre employé va devoir quand même remplir les formulaires de réclamation habituels, mais on permet encore à l'employé de remplir ce qu'on appelle une confirmation de maladie. C'est un formulaire unique qui a été conçu par l'Association canadienne des assurances de personnes en partenariat avec les assureurs. Et ça, c'est un formulaire qu'on permet de remplir. On laisse tomber le besoin de faire remplir une déclaration du médecin traitant, puisque les mesures étant ce qu'elles sont présentement, les médecins ont autre chose à faire que de remplir des formulaires. Donc, une mesure exceptionnelle en temps de COVID. Comme je vous dis, c'est une mesure qui est temporaire. Elle pourrait être encore appliquée quand vous allez voir ce webinaire une fois qu'il a été mis en ligne. Ça se peut également que la mesure ne soit plus efficace. Alors, regardez avant les dispositions. Alors, c'est ça fait le tour finalement de l'assurance court terme puis de l'isolement quarantaine. Donc, on va aller tout de suite avec le sujet de l'heure, qui sont les mises à pied temporaires. Alors, mise à pied temporaire, c'est lorsque l'employeur va suspendre d'une façon temporaire le contrat de travail entre l'employeur et le salarié. Donc, le salarié qui est mis à pied peut être rappelé au travail. Il n'y a pas une rupture du lien d'emploi pendant la mise à pied temporaire. Donc, pour cette présentation-là, vous allez voir l'acronyme MAPT, c'est l'acronyme pour mise à pied temporaire. Alors, au niveau de la CNESST, qu'est-ce qu'on dit avec les mises à pied temporaires? Eh bien, ça, c'est sur le site de la CNESST. C'est écrit, si vous devez mettre à pied des personnes salariées pour une durée de moins de 6 mois, vous n'êtes pas obligé d'ordonner un avis écrit, un avis verbal est permis. Il y a également des dispositions dans la loi qui dit en cas de force majeure, vous n'êtes pas obligé de faire un avis écrit. Et écrit verbatim là, sur le site de la CNESST, c'est dit en raison des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie, l'avis verbal est aussi permis si vous devez fermer temporairement votre entreprise, peu importe la durée de sa fermeture. Alors, même si on vous permet de faire un avis verbal, c'est quand même une bonne pratique d'avoir un document écrit. Ça n'a pas besoin d'être un document papier, ça peut être un courriel ou de documenter dans le dossier de l'employé que vous avez eu une discussion par rapport à sa mise à pied. Et rappelez-vous la période de 6 mois, parce qu'il peut y avoir quand même des versements qui pourraient être faits. Alors, simplement pour un petit rappel sur la CNESST. Sinon, au niveau des garanties collectives, contrairement au congé de maternité et de paternité, il n'y a aucune loi qui n'encadre vraiment qu'est-ce qu'on doit maintenir ou pas lors d'une mise à pied temporaire. OK?
Alors, n'oubliez pas non plus qu'on vit une situation exceptionnelle qui est sans précédent. Donc, ça ne veut pas dire que s'il n'y a aucune loi qui encadre les garanties collectives, ça ne veut pas dire qu'un gouvernement ne pourrait pas émettre des décrets qui forcent les employeurs à maintenir les garanties. Tout peut changer, comme je vous dis, n'importe quand. Alors, présentement, il n'y a aucune loi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on doit ou ne doit pas maintenir les garanties? Chose importante, c'est au niveau de la RAMQ. On sait que les régimes collectifs, on doit offrir une assurance médicaments qui va être égale à la RAMQ. Puis on sait également que les employés doivent rester couverts, doivent s'inscrire au régime privé si on a accès à un régime privé. Alors, qu'est-ce que la RAMQ dit avec les mises à pied temporaires? Eh bien, la RAMQ, elle considère que l'arrêt temporaire de travail, ce n'est pas une rupture de lien d'emploi. Et donc, techniquement, s'il y a un régime privé, l'employé est encore possiblement éligible. Donc, la RAMQ détermine deux situations. Soit que le contrat spécifie qu'on maintient certaines garanties pendant la mise à pied temporaire. Dans ce cas-là, on doit couvrir les médicaments et l'employé doit s'inscrire à ce régime-là. Si le contrat n'indique pas le maintien, alors la personne, techniquement, l'employeur n'est pas tenu d'offrir, selon les termes du contrat, n'offre pas les garanties d'assurance médicaments. Dans ce cas-là, la personne doit trouver un autre régime privé. Et en l'absence d'un autre régime privé à laquelle elle est éligible, elle doit s'inscrire à la RAMQ. Et donc, vous devez communiquer ça à vos employés si vous ne continuez pas les avantages. Donc, ça, c'est ce que la RAMQ nous dit par rapport aux mises à pied temporaires. Alors, au niveau de vos contrats collectifs, comme on l'a vu, il y a deux grandes situations. Soit que votre contrat a une disposition en cas de mise à pied temporaire qui stipule les garanties qui peuvent être prolongées ou non, les choix possibles ou non de l'employeur ou de l'employé. C'est très rare que ce soit l'employé qui ait le choix, c'est généralement l'employeur qui choisit et l'employeur qui va choisir pour tous les employés. Et la durée maximale qui peut durer un certain temps. Certains assureurs peuvent aller jusqu'à 12 mois, d'autres 6 mois. D'autres une trentaine de jours. Ça dépend vraiment de ce qui est écrit dans votre contrat. Donc, si votre contrat d'assurance collective a une clause de disposition de mise à pied temporaire et qu'on stipule que les gens ont droit à certaines garanties, maintiennent certaines garanties pour une durée, mais dans ce cas-là, vous devez continuer de les offrir. Par contre, votre contrat pourrait ne pas avoir de clause de mise à pied temporaire, de pouvoir avoir des situations où on prolonge certaines garanties pendant une trentaine de jours. Par contre, certains assureurs offrent maintenant la possibilité de rajouter leur clause standard de mise à pied temporaire à votre contrat dans le cas de mesures d'allègement, dans le cas du COVID. Donc, il y a une petite zone grise ici à savoir si l'assureur vous permet de rajouter une mise à pied temporaire. Est-ce qu'au niveau de la RAMQ, on s'attend à ce que vous le fassiez ou non? C'est une petite zone grise. Donc, vérifiez avec votre contrat collectif, savoir si vous avez oui ou non une clause de mise à pied temporaire. Si vous n'en avez pas, est-ce que vous avez la possibilité de le rajouter et documenter votre décision? N'oubliez pas que si vous décidez de ne pas garder une clause de mise à pied temporaire pour vos employés, eh bien, ça va être effectif pour tous les employés. Ça va faire du cas par cas. Alors, certains exemples de clauses au niveau des garanties, on peut voir trois grands scénarios, soit le maintien de toutes les garanties, sauf l'assurance salaire de courte ou de longue durée. Ça, c'est généralement la garantie qui est la plus commune qu'on va retrouver. L'autre scénario, c'est l'abandon de toutes les garanties, sauf de l'assurance santé, l'assurance médicaments, vu que le lien d'emploi n'est pas rompu, on va couvrir au minimum l'assurance médicaments. Et la dernière type de garantie, c'est le maintien de toutes les garanties, incluant l'assurance salaire de courte et de longue durée. Et donc, dans ce cas-là, dans les mesures d'allègement, il y a certains assureurs qui vous permettent de garder l'assurance salaire de courte ou de longue durée, mais peut-être pas nécessairement pour le même délai que les autres garanties. Donc, on pourrait dire, on va vous permettre de garder, prolonger l'assurance salaire de longue et de courte durée pour une période de 60, 90, 120 jours et le maintien des autres garanties pour une période de 6 ou 12 mois. Donc, la durée maximale peut varier selon les garanties et on peut voir facilement du 3 mois, du 6 mois, du 12 mois pour la garantie des maintiens. Okay? Alors, ça, c'est les types de clauses. Vous devez vérifier avec votre assureur la clause que vous avez au contrat, si vous en avez une, et les options que l'assureur vous offre en mesure exceptionnelle du COVID avant de prendre votre décision. Comme je le dis, la décision que vous allez prendre, vous pouvez la prendre pour tous les employés. Alors, la question généralement qui arrive lorsqu'une personne est mise à pied temporaire, qui a un maintien des garanties et qui a un partage de la prime, par exemple, on fait un partage de 50-50, l'assureur va continuer de facturer l'employeur comme si l'employé était encore à l'emploi. Il va peut-être avoir des ajustements sur la facture si on n'a plus à payer pour les garanties d'assurance salaire si on n'est pas couvert. Par contre, la facturation va généralement au mois. Donc, parfois, il y a au prorata.
Alors, l'employeur, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il va être chargé la pleine prime, finalement, mais après ça, il doit partager avec l'employé le montant du partage. L'employé, bien entendu, il n'y a pas de prime, donc on ne peut pas la déduire sur sa paye. Alors, quelles sont les options qui existent? Bien, soit qu'on fait un chèque post-daté avant le départ, soit qu'on fait un cumul des sommes, des déductions sur la paye, et on fait au retour de l'employé, bien, on va annualiser le montant qui est en souffrance sur le restant de ces déductions, ou bien on va demander un chèque au retour de l'employé. Ou sinon, si l'employé refuse absolument et que le maintien des garanties est sur le régime, il y a des mesures pour aussi faire une terminaison de cet employé-là. Par contre, il ne faut pas oublier que si l'employé refuse de payer et que le régime lui permet de s'inscrire au régime de l'employeur, eh bien, au niveau de la RAMQ, il n'a pas le droit de s'inscrire à la RAMQ et n'a pas non plus de réclamer au régime privé s'il n'a pas payé les primes. Donc, il y a des problèmes là. Pratico-pratique en temps de COVID, c'est le cumul des sommes, les déductions sur la paye qui va être la meilleure option. N'oubliez pas que ce serait peut-être illogique de faire des mises à pied temporaires aux employés parce que vous devez fermer pour des raisons sanitaires au niveau de la COVID-19, et après ça, collecter des centaines de chèques de tous vos employés. Puis si ça s'étale pour plusieurs mois, vous ne voulez pas non plus avoir des centaines de chèques à tous les mois, ensuite aller déposer à la banque. Donc, ça serait comme pratiquement ingérable. Donc, peut-être que la méthode du cumul est la meilleure façon de gérer le partage de la prime pour vos employés mis à pied temporaires. Maintenant, un petit mot sur les réductions d'heures, parce qu'elles peuvent survenir en temps de COVID. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Bien entendu, vous avez des employés, il y a peut-être moins d'heures, plutôt que de les mettre à pied, vous allez simplement réduire leurs heures de travail. Une subvention salariale de 75 aussi qui va s'appliquer maintenant pour les entreprises qui ont une baisse de revenus d'au moins 30 la subvention va remplacer la subvention de 10 si vous êtes éligible à la subvention salariale de 75. Si vous n'êtes pas éligible à la subvention salariale de 75 vous êtes quand même éligible à la subvention de 10 qui avait été annoncée précédemment. Le pourcentage va s'appliquer à un salaire maximum de 58 700 pour le 75 et pour être rétroactif, les détails techniques vont être annoncés le 31 mars 2020. Et donc, en raison de ça, vous pourriez rappeler vos employés qui ont été mis à pied temporaire, mais peut-être leur donner un nombre d'heures moins élevé. L'autre raison pour laquelle vous auriez une réduction d'heures, c'est que vous utilisez le programme de travail partagé ou la possibilité que votre employé travaille en recevant des prestations d'assurance-emploi. Donc, soit qu'il y a un programme l'employé, lui, a fait un arrangement pour obtenir son salaire et des prestations d'assurance-emploi, ou soit vous avez un programme partagé qui est plus une approche collective où vous faites un arrangement avec l'assurance-emploi pour que les employés ne soient pas pénalisés. Donc, il y a différents scénarios selon lesquels vous pourriez avoir des employés qui travaillent à des réductions d'heures. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec les réductions d'heures? Bon, il y a certains contrats collectifs qui stipulent qu'il y a un minimum d'heures par semaine qui doit être requis pour être admissible au régime. Généralement, on parle de 20 à 22 heures semaine. Donc, vous avez tous vos employés qui travaillent normalement 40 heures semaine, sont éligibles au régime, et là, tout d'un coup, ils travaillent 15 heures semaine. Eh bien, en temps normal, selon les termes de votre contrat, bien, vos employés ne seraient plus éligibles au régime. Alors, bien entendu, avec cette situation-là, les mesures d'allègement qu'on a mis en place pour la plupart des assureurs, de vérifier avec l'assureur si c'est bien le cas, eh bien, on permet aux gens de garder tous les avantages qu'ils ont, même s'ils font 15 heures semaine. Par contre, l'assureur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas réduire le salaire qui est utilisé pour calculer les indemnités en vie, mort, mutilation accidentelle ou en court terme ou à long terme. Ça va être et donc, ils vont être calculés en fonction du salaire qui était payé. Mais vous devez vérifier avec votre assureur si ils ne vont pas autrement calculer les indemnités en fonction du salaire qui est payé réellement. Donc, juste vérifier au niveau des réductions d'heures si, de un, vos employés vont être encore éligibles, généralement c'est le cas, et de deux, avec quel montant les prestations d'invalidité ou de mort, mutilation accidentelle ou de vie vont être calculées. Est-ce que ça va être en fonction du salaire payé ou bien est-ce que ça va être en fonction du salaire qui était payé et donc s'il y a une mesure d'allègement aussi de ce côté-là. Donc, comme je dis, s'il y a des changements temporaires aux pratiques administratives, bien là, ça se pourrait qu'on puisse
quand même garder vos employés admissibles et garder leur indemnité comme s'ils étaient payés à l'ancien salaire et non pas le nouveau salaire en fonction des réductions d'heures. Mais comme je vous dis, il faut vérifier avec votre assureur. Alors, l'autre option aussi qu'il faut vérifier, c'est savoir la notion d'être activement au travail. Il y a beaucoup d'employeurs qui ont des employés qui sont techniquement sur leur paye, reçoivent leur plein salaire, mais techniquement ne travaillent pas toutes ces heures-là à l'entreprise. Et donc, où ils sont à la maison, ils reçoivent un salaire, puisque l'employeur a une politique de continuation de salaire, même si la personne ne travaille pas. Alors, il peut y avoir toutes sortes de situations comme ça qui peuvent arriver. Il y a certains employeurs qui ils permettent à leurs employés de faire du bénévolat. Donc, vous avez un employé qui est sur la paye, mais qui fait du bénévolat pour un organisme autre. Alors, la notion d'activement au travail est très changeante. Donc, il faut bien être certain d'avoir communiqué la situation de vos employés avec l'assureur pour être certain qu'il n'y ait pas d'anicroche lorsqu'il y aurait une réclamation avec l'assureur. Alors, donc, c'est un peu là, les deux grands types là, de situations qu'il pourrait avoir. Il faut vérifier si vous avez des réductions d'heures, vous avez des employés qui reçoivent leur salaire mais qui ne sont pas à l'emploi. Vérifiez avec l'assureur s'ils sont corrects avec ça et comment ils vont traiter cette situation-là. Finalement, il y a le partage des primes lorsqu'on est en réduction d'heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le partage des primes en réduction d'heures, eh bien, il peut avoir une situation où vous avez réduit les heures de vos employés et bien entendu, bien, le salaire qu'ils reçoivent réellement est donc moins élevé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Eh bien, vous allez avoir une personne qui va gagner normalement, mettons, 1 000 $ par paye et qui a une déduction de 70 $ de ses cotisations aux assurances qui permet 50 % pour l'employeur et 50 % par l'employé. Bien, le pourcentage sur sa paye va être de 3,50 pour les avantages sociaux. Par contre, si la même personne fait des heures réduites et donc gagne 500 $ à la place de 1 000 $ par paye, bien, il y a des grandes chances qu'avec les mesures actuelles des employeurs, les cotisations à son régime d'assurance vont être à peu près identiques à 70 $ et donc payable 50 % par l'employeur, toujours payable 50 % par l'employé. Mais le pourcentage qui va être déduit sur la paye de l'employé va être en dollars, va être le même, mais en pourcentage, ça va être 7 %, soit le double de la déduction habituelle. Donc ça pourrait être un problème avec les réductions d'heures. Alors, tout ça pour terminer sur le chapitre de la communication. Et donc, c'est très important de communiquer avec vos employés au niveau de toutes ces choses-là, de ce qu'on a discuté aujourd'hui, surtout s'il y a des garanties qui ne sont plus en vigueur lorsqu'ils sont en mise à pied temporaire. Important aussi d'aviser les assureurs de vos mises à pied temporaires, d'assurer que les gens sont codés correctement et de vérifier pour chacun de vos employés les mesures administratives qui vont s'appliquer selon la situation. Est-ce qu'on va appliquer la situation standard ou des allègements? Il faut communiquer avec les assureurs et vous assurer que c'est noté. Si vous avez fait des avis verbaux, c'est généralement une meilleure pratique d'aviser les employés par écrit, soit individuel ou faire un mémo OK, pour les garanties ou les situations. Si vous offrez un programme d'aide aux employés et familles, c'est mieux d'en partager les données. On a beaucoup d'anxiété présentement. Et vous pouvez également profiter de partager l'information sur l'assurance emploi et le programme d'urgence du Canada pour les aider avec leur salaire. Et bien entendu, se communiquer verbalement avec vos employés et assurer de noter toute la conversation au dossier. Alors, un petit mot dernier pour les cas de RE, le relevé d'emploi. Ici, vous avez les différents codes qui sont utilisés. Code A pour un manque de travail, ça, si vous n'avez pas assez d'heures à donner à vos employés. Code D vraiment pour les maladies et les blessures lorsqu'un employé est absent pour des raisons de maladie ou de quarantaine, donc si la personne est atteinte de COVID. Le code H pour le code travaillé. Le code N est généralement employé pour les gens qui sont en congé parce qu'ils ne peuvent pas travailler, parce que, par exemple, ils doivent garder les enfants à la maison. Ça, c'est des codes qui ont été fréquemment utilisés, puis c'est de l'information que j'ai obtenue de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Donc, ça, c'est les codes qui apparaissent fréquemment sur le relevé d'emploi. Je l'ai mentionné ici à titre d'information, parce que c'est une question qui revient assez souvent. N'inscrivez rien dans les commentaires, ça aurait pour effet de ralentir le traitement des relevés d'emploi à l'assurance emploi. Donc, c'est un avis qui est donné à peu près par tous les fournisseurs de solutions de paie.
Alors, ça termine le webinaire d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires et si vous voulez une copie de la présentation, mes coordonnées sont sur la première diapositive. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de faire un like si vous avez aimé ça, de partager avec vos amis. Et entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée.